et salut à tous. Aujourd'hui, on va parler du dilemme dans lequel se trouvent les juifs iraniens, puisque 10% habitent en Iran et 90% des juifs iraniens habitent en Israël. Donc, on va s'intéresser à cette émission de LCI du 21 juin, du samedi 21 juin, donc la veille du bombardement américain sur l'Iran. 1:47:32, voilà, on est bon. Et ont étudié tous les faits et gestes des cibles. Nous avons en Israël l'avantage d'avoir des juifs qui viennent du monde entier, et donc des juifs d'origine iranienne qui ont parlé le perse à la maison comme langue maternelle avec leurs parents ou leurs grands-parents, qui est donc plus aisé d'infiltrer à l'intérieur de l'Iran. Il y a quand même suffisamment de mécontents et de gens que vous pouvez recruter sur place qui sont hostiles au régime. Et puis il y a une dimension, je vais dire, tout simplement géographique, c'est-à-dire que l'Iran, c'est un pays immense, et dont vous pouvez... physiquement, c'est très important, pouvoir vous infiltrer très facilement dans le pays par le Kurdistan, voire même il faut être contourné par l'Afghanistan. Enfin voilà, c'est assez facile de s'infiltrer dans le territoire. Voilà. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a certains juifs iraniens qui choisissent de travailler pour le Mossad, de travailler pour les renseignements israéliens, voire même de mener des opérations d'infiltration en se servant en fait de leur maîtrise de la langue persane, tout simplement. Et vous voyez d'ailleurs qu'il y a une certaine part de la population qui est plutôt hostile au pouvoir et au régime en place, puisque en fait, actuellement, c'est la République islamique. Mais historiquement, en 1952, en Iran, c'était plutôt la démocratie. Voilà. Donc, les juifs iraniens qui font des opérations d'infiltration, qui mènent des opérations, qui font des missions, etc. en Iran, et qui du coup risquent de créer une forme de paranoïa en Iran. Parce que voilà, tout le monde suspecte tout le monde, est-ce qu'il fait partie du Mossad ou pas, etc. Et donc c'est finalement un acte d'hostilité et qui peut avoir des conséquences, puisqu'on l'a dit au début, il y a encore des juifs en Iran qui ne sont pas des espions, qui ne sont pas des agents infiltrés, qui sont juste des civils, et qui, eux, en pâtissent finalement de ces actions d'infiltration, etc., et de ces actes d'espionnage. Donc, et c'est même plus que de l'espionnage, puisqu'il y a aussi des actes de sabotage. Donc voilà. Donc le problème, c'est qu'en fait, ça va en contradiction avec la déclaration Balfour, qui nous disait en aucun cas, Israël ne devrait nuire aux intérêts et aux droits politiques des Juifs dans les autres pays. C'est-à-dire, en aucun cas, Israël ne devrait nuire aux intérêts des Juifs iraniens en Iran, tu vois. Donc en fait, ce que fait Israël aujourd'hui, c'est un peu en contradiction finalement avec la déclaration Balfour. Et ça, c'est regrettable. Voilà. Ensuite, voici un article de i24 News, donc Israël 24 heures sur 24, quel avenir, et qui parle justement des Juifs d'Iran. Et il nous explique que il y aurait, selon eux, 15 000 Juifs en Iran, j'ai l'impression. Et il nous explique surtout que donc, la plupart ont fui en 1979 vers Israël, voilà, à cause de la révolution islamique de 1979. Et en fait, il nous explique qu'il n'y a pas si longtemps, les Juifs ont offert un plateau en or et en argent massif avec un chèque de 10 millions de dollars. Et suite à quoi, Khomeini a dit que nul en Iran, personne ne devait faire du mal aux Juifs, etc. Qu'en fait, il voulait protéger les Juifs. Donc, l'Iran qui est un régime pas si antisémite que ça, finalement. Voilà. Donc, on nous explique ensuite que à Téhéran, il y a des bijouteries où carrément ils vendent des Magen David et des Chai, etc., des symboles juifs, et que il n'y a pas de souci. Et par contre, on nous explique aussi que finalement, en Iran, il y a une distinction qui est faite entre l'antisémitisme et l'antisionisme.
Donc il nous explique qu'en fait, il y a des juifs iraniens qui sont antisionistes, c'est-à-dire qu'ils n'aiment pas forcément beaucoup Israël, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont antisémites, tu vois. Et en fait, maintenant, il y en a beaucoup qui ont repris cette expression d'antisionisme, mais à l'origine, ça vient plutôt d'Iran. Donc voilà. Du coup, historiquement, les juifs iraniens ne sont pas juifs. En fait, c'est un abus de langage de dire qu'ils sont juifs, puisqu'ils ne sont pas juifs, puisque historiquement, les juifs iraniens viennent du royaume d'Israël. C'est-à-dire qu'ils sont israélites. Contrairement aux juifs, à proprement parler, qui eux viennent du royaume de Judée et qui sont réellement juifs, tu vois. Donc finalement, voilà, c'est intéressant de le savoir, les juifs iraniens ne sont pas juifs, les juifs iraniens sont israélites. D'où le dilemme encore plus grand, parce que s'ils étaient juifs, ils iraient simplement en Israël et puis ce serait fini, quoi, il n'y aurait pas de dilemme. Mais là, il y a un dilemme, parce qu'ils ne sont pas juifs, les juifs iraniens, ne sont pas juifs. Donc, est-ce qu'ils ont vraiment intérêt à aller en Israël, ou est-ce qu'il ne ferait pas mieux de rester en Iran, tu vois? Est-ce qu'ils ont vraiment intérêt à travailler pour le Mossad, à décrypter, à décrypter les conversations, à jouer le rôle d'interprète et d'intermédiaire, aller dans la population, essayer de recruter des gens, etc., hostiles au système, ou pas, tu vois. Donc c'est là toute la question. Donc le persan, c'est une langue très très complexe, et vous voyez qu'il y a 340 000 mots, et ça peut monter jusqu'à 225 millions de mots. Donc si vous voulez apprendre cette langue, il faut s'accrocher, hein. Faut y aller de bon cœur. Par comparaison, en français, vous avez environ 30 000 mots. Si vous connaissez beaucoup, si vous êtes un homme de lettres, vous pouvez monter à 50-60 000 mots. Et dans les plus gros dictionnaires, en fait, il y a 100 000 mots. Donc voilà, et donc ça fait toujours 3 fois moins qu'en persan. En persan, il y a 3 fois plus de mots. Donc c'est une langue vraiment compliquée. En fait, ça nous fait penser à une langue amérindienne, à savoir le navajo, qui était carrément utilisé comme langage de code pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc les Américains pouvaient communiquer, se transmettre des informations, etc. en navajo, en code navajo, inspiré du langage navajo. Donc c'est une tribu amérindienne qui parlait cette langue. Et grâce à ça, les Japonais, ils pouvaient pas comprendre les messages qu'ils interceptaient. Et là, en fait, il y a un parallèle qu'on peut faire, parce qu'en 1940, les Américains étaient aidés des Amérindiens pour coder leurs messages et ne pas être interceptés. Et en 2025, finalement, c'est tout l'inverse. Les Israéliens sont aidés par les Juifs iraniens pour décrypter finalement les messages adverses, puisque le persan, c'est une sorte de code, quoi. Finalement, c'est tellement compliqué comme langage que voilà. Donc il y a un parallèle qu'on peut faire avec ce code navajo. Donc les Amérindiens qui travaillaient pour les Américains, et aujourd'hui c'est pareil, c'est les Juifs iraniens qui travaillent pour Israël et pour les Juifs, quoi. Donc vous voyez que là il y a la déclaration Balfour. Donc je vous en ai parlé. Je vous ai dit en aucun cas Israël ne devrait nuire aux statuts sociaux et aux droits des Juifs en Iran. Donc voilà, je vous en ai déjà parlé. Donc voilà. Et ensuite, vous voyez qu'en 1952, c'était la démocratie. Il y avait un premier ministre élu démocratiquement, etc. Il y avait un parlement, etc., etc. Donc en 52, c'était la démocratie en Iran. Mais le problème, c'est que, en fait, en 52, c'était les Britanniques qui avaient le contrôle du pétrole en Iran. Et forcément, ça n'a pas plu au Premier ministre iranien qui a dit « Je vais nationaliser le pétrole iranien ». Du coup, les Britanniques, ils ont dit « Pas de souci, mon gars, on va faire un coup d'État ». Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Les Britanniques ont fait un coup d'État avec les Américains.
Ils ont renversé le Premier ministre démocratique et ils ont mis en place le Shah, donc une monarchie assez violente d'ailleurs. Ils ont mis en place le Shah. Donc le Shah n'était pas aimé du peuple pour une simple bonne raison, c'est que déjà il était un peu corrompu par les Anglais, il leur laissait tout le pétrole, et deuxièmement, le Shah, c'était un oppresseur qui réprimait, en fait, qui faisait beaucoup de prisonniers politiques et il torturait ses opposants politiques. Donc voilà, 2 bonnes raisons pour lesquelles le Shah n'est pas resté longtemps en place et que finalement il y a eu une révolution islamique en 1979 et c'est le régime actuel. Donc vous voyez qu'en fait la démocratie se fait battre par les intérêts pétroliers des Britanniques qui mettent en place la monarchie, qui mettent en place le Shah, et la monarchie, les intérêts pétroliers se font battre par la République islamique. Donc c'est un jeu du pierre-feuille-ciseau, quoi, tout simplement. Donc aujourd'hui c'est compliqué. En fait aujourd'hui c'est compliqué parce que les juifs iraniens, ils aiment bien la démocratie iranienne. D'ailleurs tout le monde aime bien la démocratie iranienne. Même Israël, ils aimaient bien la démocratie iranienne, tu vois. Si les Britanniques, ils n'avaient pas détruit cette démocratie, on n'en serait pas là aujourd'hui, tu vois. C'est un peu le péché originel, c'est les Britanniques qui ont fait un coup d'État, alors que c'était démocratique, tu vois. Donc ça, c'est triste. Et donc, aujourd'hui, les Juifs iraniens, ils sont dans une situation complexe, parce que voilà, ils sont face à la République islamique. Alors ils savent pas, est-ce qu'ils doivent rester en Iran en espérant que la démocratie revienne, ou bien aller en Israël et tout faire pour faire s'effondrer le régime des mollahs et faire revenir un peu par la force la démocratie. Mais est-ce que c'est possible, tu vois? Donc c'est ça aussi le dilemme, c'est de savoir quoi faire, quoi. D'ailleurs, beaucoup de gens en Iran essaient de lutter contre cette république islamique que personne ne semble vraiment apprécier. Tout le monde voudrait revenir à la démocratie, mais c'est pas facile. Tout simplement. Du coup, la question que je peux poser, pour finir, pour conclure cette vidéo, c'est la suivante. Est-ce que c'est pas finalement une forme de trahison que, parce qu'ils ont vécu pendant des siècles, ici, on voit, là on était en 900 avant Jésus-Christ, ils sont ensuite allés vers l'Empire assyrien, et ils y sont restés pendant des siècles. Et donc, est-ce que c'est pas une forme de trahison qu'aujourd'hui, d'aller en Israël, de faire du renseignement et de faire des opérations d'infiltration, etc. Et j'ai envie de répondre non, c'est pas de la trahison, dans le sens où, en fait, ils luttent pas contre la démocratie iranienne, ils luttent contre la République islamique. Donc, c'est pas pareil. Voilà. Donc, ce sera le mot de la fin. C'est que les juifs iraniens sont plutôt des objecteurs de conscience, dans le sens où, ok, certes, ils luttent contre l'Iran, mais en fait, ils luttent surtout contre la République islamique. Tu vois, ils luttent pas contre l'Iran vraiment elle-même, ils luttent contre la République islamique. Tout simplement. Et donc, la question que je vais vous poser, pour conclure, c'est la suivante. Que feriez-vous si vous étiez juif iranien? Est-ce que vous continueriez à vivre en Iran, ou bien est-ce que vous choisiriez d'aller vivre là-bas avec les juifs en Judée? Ou bien, troisième option, est-ce que vous n'essayeriez pas de créer votre propre foyer national quelque part dans le monde où vous pourriez vivre voilà, vous créez vous aussi votre foyer national pour les Israélites. Et finalement, c'est peut-être ça votre droit légitime aussi. Voilà, sur ces belles paroles, je vous souhaite une bonne soirée, une belle après-midi, et je vous dis à plus pour une autre vidéo. Salut!